Prenons notre univers. Celui-ci est composé de particules, comme l'est une planète, un arbre, une feuille, un atome. Cet atome contient des électrons, des neutrons et des protons. Les particules sont dites élémentaires lorsqu'aucune autre ne les compose. C'est par exemple le cas de l'électron. Les neutrons et les protons ne sont pas des particules élémentaires. En effet, celles-ci sont composées de d'autres particules, les quarks et les gluons. Les quarks qui composent les neutrons et les protons sont les quarks up et down. Les quarks et les gluons sont des particules élémentaires. C'est en 1928 que la théorisation de l'antimatière apparaît. À ce moment-là, Paul Dirac résolvait une équation ayant pour but d'introduire la relativité restreinte dans les modèles physiques de l'époque. La relativité restreinte est une théorie physique selon laquelle les durées, les distances et les vitesses sont relatives. Seule la vitesse de la lumière est invariante. Seulement, en résolvant cette équation, Paul Dirac obtient deux résultats. Le premier correspond à l'électron, et le second correspond à une particule ayant les mêmes propriétés physiques, à l'exception d'un nombre baryonique, d'un nombre leptonique, et des charges opposées. Le nombre baryonique correspond au tiers de la différence entre le nombre de quarks et d'antiquarks d'une particule. Un neutron possédant 3 quarks a donc un nombre baryonique de 1. Le nombre leptonique d'une particule vaut 1 si cette particule est un lepton, c'est-à-dire une particule possédant un spin de 1,5 n'étant pas soumise à l'interaction forte. Il est de -1 s'il s'agit d'un antilepton et de 0 pour les autres particules. C'est alors que Paul Dirac avance l'hypothèse que chaque particule de matière posséderait une particule miroir avec une même masse, un même spin, mais certains nombres quantiques opposés. Un an après, en 1932, Anderson observe le positron, antiparticule de l'électron. Résumons. L'antimatière se compose d'antiparticules ayant certaines caractéristiques opposées aux particules de matière. Reprenons donc les particules de notre atome. L'électron a une antiparticule nommée positron, le neutron correspond à l'antineutron et le proton à l'antiproton. Nous pouvons ainsi imaginer un anti-atome, une anti-feuille, un anti-arbre, une anti-planète ou encore un anti-univers. Lorsque l'antimatière rentre en contact avec de la matière, celle-ci s'annihile. L'annihilation de ces particules libère de l'énergie en suivant l'équation E égale mc au carré. L'énergie ainsi libérée est donc égale à la masse de la matière plus celle de l'antimatière multipliée par la vitesse de la lumière au carré. L'énergie est libérée sous forme de lumière. C'est cette lumière qui témoigne de la présence d'antimatière. C'est cette réaction qui est à l'origine de la rareté de l'antimatière. Nous avons donc vu que notre monde se constitue de matière et que l'antimatière y est très rare. Cependant, selon la théorie du Big Bang, il fut un temps où la matière et l'antimatière étaient présentes en quantité égale. Ce temps ne dura que quelques microsecondes. Mais alors qu'est-ce qui explique que notre monde soit composé de matière ? Eh bien, la découverte de l'antimatière étant récente et son étude complexe, pour le moment aucune réponse précise ne peut être apportée. Néanmoins, diverses théories ont été avancées. La première théorie est celle d'un univers parallèle constitué d'antimatière et où la matière serait aussi rare que l'antimatière dans notre univers. Cette théorie avance que lors du Big Bang, la majorité de l'antimatière aurait été projetée en dehors de notre univers, dans un autre espace-temps. La seconde théorie suppose que l'antimatière se situe en dehors de l'univers observable. En effet, il nous est impossible d'observer l'univers tout entier. Seul un objet dont la lumière a eu le temps de nous parvenir est observable. Or, en tenant compte de l'âge de l'univers qui est d'environ 13,7 milliards d'années et de l'expansion de l'univers, notre champ de vision se limite à 43 milliards d'années-lumière. Ainsi, si l'antimatière se situait à plus de 43 milliards d'années-lumière, il nous serait impossible de la voir. De plus, on observe actuellement des éléments lumineux de la taille de galaxies aux frontières de l'univers observable. Cette lumière pourrait provenir de l'annihilation de matière et d'antimatière. La frontière de l'univers observable serait alors la frontière entre notre univers et l'univers d'antimatière. La dernière théorie est celle de Sakharov. Celle-ci avance qu'il existait un univers d'antimatière avant l'instant zéro et un univers de matière après. Cette théorie s'appelle la baryogénèse et se base sur 3 conditions. La première correspond à la violation de symétrie Cp. Celle-ci dit que le kaon a tendance à se transformer spontanément en anti-kaon et inversement. Le kaon est une particule composée d'un quark et d'un antiquark. Sa durée de vie est donc très faible. Cependant, la transformation d'un kaon en anti-kaon est 1 milliardième de fois plus lente. Cela veut dire qu'à un moment donné, il y eut 1 milliardième de fois plus de matière.
C'est cet infime excès de matière qui serait notre univers, car le reste se serait annihilé. La seconde condition est la violation de conservation du nombre baryonique. Ce nombre est supposé être nul avant la baryogenèse et positif après. Or, la conservation du nombre baryonique voudrait que le nombre baryonique soit le même avant et après. Le nombre baryonique n'est donc pas conservé. La dernière condition est la rupture de l'équilibre thermique. Cet équilibre a tendance à vouloir éliminer un excès de matière afin d'avoir une symétrie entre matière et antimatière. Si l'équilibre thermique est rompu, alors l'excès de matière peut persister. En conclusion, nous vivons dans un monde de matière, mais cela s'est joué à très peu de temps. Durant ce laps de temps, l'antimatière et la matière se livraient un combat acharné. 3 théories expliquent pourquoi notre univers est ainsi. Une dit que la matière et l'antimatière furent projetées dans des univers parallèles. Une autre dit qu'elles se sont juste éloignées au moment du Big Bang. Et enfin, la dernière dit que l'univers d'antimatière disparut pour laisser place à un univers de matière. Sakharov explique ce phénomène à l'aide de 3 conditions brisant les lois de la physique moderne. Ainsi, il nous est impossible d'expliquer précisément comment la matière a pris le pas sur l'antimatière. Seules quelques théories ont été avancées, et nous ne pouvons même pas être sûrs que la vérité se trouve parmi elles.